L'actualité santé à présent avec cette nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, 11e épidémie déclarée depuis le début du mois dans la province de l'Équateur, nord-ouest du pays. Jusqu'ici, c'est l'Est qui était touché. On avait même pensé déclarer la fin de cette flambée épidémique. Alors pour en parler, nous sommes avec Nicolas Mouly de l'ONG Alima, spécialisée dans l'aide médicale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous intervenez déjà dans l'Est de la RDC, au nord Kivu. Là, dans la province de l'Équateur, les autorités sanitaires parlaient de 8 cas et 4 décès au 1er juin. Est-ce qu'on a un bilan réactualisé? Alors ce matin, on disait 12 cas confirmés et 7 décès. 12 cas et 7 décès. Ouais. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une nouvelle flambée épidémique dans une région qui était aussi loin du Nord Kivu, alors même qu'on pensait déclarer la fin de l'épidémie dans le Nord Kivu? Oui, bon, malheureusement, en RDC, le virus se propage dans son réservoir naturel, dans les animaux de la forêt, dont les chauves-souris. L'Équateur avait déjà été touché par la 9e épidémie d'Ebola en RDC, de mai à juillet 2018. Et je pense qu'on doit maintenant composer avec cette menace systématiquement. Dans l'Est de la RDC où vous intervenez, les chiffres, c'est que le virus a tué 2280 personnes depuis le mois d'août 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des moyens fiables de traiter, de prévenir l'épidémie? Oui, tout à fait. Et en fait, chaque épidémie nous apporte de nouvelles innovations et de nouvelles façons de traiter Ebola et de répondre à ces épidémies. Au Nord Kivu, après, donc l'épidémie n'est pas finie, on espère d'ici 3 jours, mais en tout cas maintenant, on a un vaccin qu'on considère comme étant efficace, au moins sur la première année. Il y a 2 traitements qui sont aussi qui ont fait leurs preuves et qui ont passé une phase de recherche assez rigoureuse et qui nous permettent maintenant de soigner les patients qui sont atteints d'Ebola. Ça veut dire que quand on est atteint si on présente des symptômes, parce que jusqu'ici, enfin, la mortalité, le taux de mortalité de ce virus est quand même de 50%, ce qui est énorme. Avec ces vaccins, avec ce vaccin et avec ces traitements, on peut arriver à combien? On peut vraiment faire tomber le taux de mortalité de la maladie? Oui, absolument. Alors le vaccin va nous aider à prévenir finalement la contagion et à stopper l'épidémie. Le traitement permettra de traiter une fois que la personne est malade. Dans les résultats qui sont des résultats préliminaires de l'étude qui a eu lieu sur les traitements et qui sont sortis en août 2019, il y a 2 traitements qui se sont dégagés comme étant plus efficaces. Et dans la mesure où le patient arrive très tôt après le début de ses symptômes, il n'a quasiment plus aucun risque de mourir. On pense que le taux de mortalité est maintenant en dessous de 10% si une personne arrive dans les 2 ou 3 jours qui suivent le début des symptômes. Plus on allonge cette durée entre le début des symptômes et l'admission à l'hôpital, plus le risque de décès est élevé. Et là, effectivement, on va arriver entre 40% et 50% de mortalité. Donc ce qui compte maintenant qu'on a ce traitement, ces 2 traitements en particulier, c'est vraiment que les gens comprennent que l'admission à l'hôpital, et plus tôt on est admis à l'hôpital, plus de chances on a de guérir. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on doit travailler, et pour ça, il faut qu'on puisse rapprocher les centres de traitement des populations, que finalement on suive le système de santé classique et qu'on ne construise pas de grands centres de traitement qui font peur aux gens et qui sont éloignés des quartiers d'où proviendrait le virus. Mais par contre, on doit donner les moyens aux centres de santé, aux hôpitaux, de pouvoir eux-mêmes prendre en charge ces patients. Justement, vous parliez de peur, et on sait que c'est une maladie qui fait peur et qui a ce type de contraintes psychologiques quand on doit prendre en charge des patients qui ont une maladie comme qui ont une maladie comme Ebola. Il y en a d'autres pour le coronavirus. À quel type de défi est-ce que vous êtes confronté finalement dans des espaces où il y a des flambées d'Ebola? Bon, jusqu'à maintenant, c'est très difficile de demander à des gens de venir se faire soigner et en même temps de ne pas leur offrir une solution et qui gardent ce risque très élevé de décéder. Maintenant, si on passe le bon message aux gens, et les populations, les habitants de Bandaka en Équateur et la population de l'Équateur connaît déjà Ebola, donc ils savent déjà comment le virus peut se transmettre, mais si maintenant on leur passe le bon message en disant écoutez, il y a un traitement qui existe et on est capable de vous soigner, vous n'avez plus aucune raison de mourir d'Ebola si vous arrivez suffisamment tôt. Normalement, on devrait lever les peurs qui étaient associées à Ebola, puisque la première crainte, évidemment, c'est celle de mourir dans un centre de traitement, loin de sa famille. Donc cette communication-là, ce message doit changer pour vraiment faire comprendre aux gens que les solutions existent et qu'il n'y a plus de raison de refuser
par crainte de mourir au centre de traitement. Vous parliez aussi de la nécessité de ne pas forcément construire de très grands centres qui peuvent être stigmatisants pour les populations infectées, c'est ça? Oui, absolument. Donc en fait, ces grands centres-là sont souvent opaques et demandent demandent un grand déploiement pour pouvoir fonctionner, un déploiement logistique, un déploiement humain, et ça entraîne souvent une arrivée massive disons, d'étrangers, ou en tout cas de personnel de santé qui ne sont pas de la région d'où sévit l'épidémie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Maintenant, il faut vraiment donner les moyens et donner ces outils-là aux agents de santé locaux, aux populations, pour qu'eux-mêmes, finalement, puissent soigner les patients qui sont malades d'Ebola. Et donc, comme ça va rentrer finalement dans le système. Les gens ont évidemment confiance aux agents de santé qu'ils ont l'habitude de fréquenter pour une autre maladie, que ce soit le paludisme ou des diarrhées. Donc si on arrive à leur donner ces outils-là, on devrait lever les craintes et les réticences qui ont lieu autour d'Ebola. Au regard de ce que vous avez observé dans le Nord Kivu, à votre avis, quelles sont les leçons à retenir de ce que vous avez observé là-bas pour que l'épidémie dans la province de l'Équateur soit traitée et maîtrisée très rapidement? Est-ce qu'on a plus de chances finalement que cette épidémie là-bas, puisqu'on a finalement on a maintenant du recul et de l'expérience, est-ce qu'il y a plus de chances qu'elle soit réglée vite? Oui, on en espère faire toujours mieux, évidemment, et j'espère qu'on va vraiment tirer les leçons de l'épidémie du Nord Kivu. Celle dont je viens de vous parler est vraiment essentielle, puisque la population du Nord Kivu a reproché ouvertement, et on en a beaucoup parlé, le déploiement massif d'étrangers pour venir les soigner, le Ebola business qui était associé autour, puisque des millions ont été dépensés. Cet argent-là, ce déploiement a été utile pour pouvoir apporter ce vaccin, ce traitement. Mais je pense que maintenant, on doit faire différemment et compter sur la population locale. Le deuxième point, je pense, c'est ce fameux vaccin qui était dans une phase de recherche pendant toute la durée de l'épidémie au Nord Kivu, qui maintenant vient d'avoir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle par l'Union européenne, par la Commission européenne. La RDC a ensuite homologué l'utilisation de ce vaccin, donc plus rien n'empêche la production en grande quantité de ce vaccin et donc de pouvoir traiter une population largement. plus grande. Merci beaucoup Nicolas Mouly, responsable du service des urgences de l'ONG à Lima. Merci à vous.